Dans la vidéo du jour, nous allons coudre un pantalon à pont. C'est parti! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto vidéo du pantalon fauvette. Donc fauvette, c'est un modèle à pont donc qui se ferme avec des boutons, 4 boutons de chaque côté. Et fauvette, c'est un peu plus qu'un pantalon. Alors déjà, c'est un pantalon soit coupe wide leg, donc comme je porte, donc qui fit jusqu'au niveau de la fesse et après qui s'évase un petit peu. Soit vous avez la coupe droite, donc jusqu'en haut, la coupe est la même, puis après, elle est droite, donc elle colle plus à la jambe. Ensuite, vous pouvez coudre un short. Et puisqu'on ne voulait pas s'arrêter là, on vous propose également de coudre une jupe, enfin 2 jupes. Il y a la coupe jupe droite, donc comme son nom l'indique, elle est droite. Et la coupe jupe moulante, donc qui se suit plus les formes du corps. On n'est quand même pas sur une jupe crayon, bien qu'en sous-taillant et en cousant dans un tissu extensible, on peut se coudre une jupe crayon, je pense. Et finalement, pour faire un patron vraiment hyper complet, parce que ça matchait vraiment bien avec le pantalon à pont, on vous a ajouté une bavette et des bretelles. Donc la bavette, elle se coud ici au-dessus de la ceinture devant. Et donc soit vous avez bavette et bretelles, ou sinon juste les bretelles pour un petit effet sympa. Bretelles que vous avez la possibilité soit de coudre droite, soit de croiser dans le dos. Donc vraiment, on est sur un patron hyper complet. En plus de vous proposer une très large gamme d'options, on a aussi ajouté des options au niveau des finitions. Donc sur le dos du modèle, vous retrouvez des poches paysannes, donc ce sont des fausses poches paysannes. Donc vraiment, de l'extérieur, on a l'illusion des vraies, on a ici le petit passepoil, mais ce sont des fausses poches pour ne pas rajouter de volume à ce niveau-là et du coup de mur tombé, on va dire. Et donc vous avez la possibilité de coudre celle-ci ou vraiment de coudre des petits passepoils en surépaisseur en fait qui peuvent faire l'illusion. Toutefois, on réserve donc cette deuxième finition au tissu très très fin parce qu'avec un tissu épais, on aurait vraiment un rendu très grossier, mais sur un tissu foncé ou alors à motif, ça peut vraiment faire le jeu si vous êtes débutante et que vous n'osez pas vous lancer dans la couture de poche qui implique des découpes et autres. Et le deuxième type de finition, ça se passe au niveau de la ceinture. Donc soit vous avez la finition au biais, c'est-à-dire qu'on vient coudre un biais ici sur la ceinture intérieure et ce qui donne un joli effet. Vous voyez, moi j'ai fabriqué mon biais avec le même tissu que j'ai utilisé pour doubler mes soupons et cacher, parce que du coup, vous voyez, il y a une petite propreté de poche à l'intérieur. Donc moi, ça me fait vraiment un intérieur de short là, méga canon. Enfin moi, j'adore le plaisir en couture, en fait, de pouvoir se faire plaisir avec des choses comme ça. Mais pour certaines, c'est également le plaisir en couture de n'avoir aucune couture apparente. Vous voyez, ici, c'est la finition invisible. Donc, on profite du fait d'avoir une ceinture intérieure et une ceinture extérieure pour coudre comme ça avec 0 couture à l'intérieur visible. Donc, bien sûr, il y a des coutures ouvertes, mais je parle au niveau de la ceinture. Donc là, ce sera à vous de choisir. Tout est détaillé dans le livret. Et puis de toute façon, ici dans le tuto vidéo, je vais vous dire maintenant je vous montre telle version, maintenant je vous montre telle version. Au niveau du choix de la taille, donc si vous avez lu dans le livret, pour choisir sa taille, je vous conseille de vous référer à votre tour de hanche. Bien sûr, si vous avez une très grande différence entre votre tour de hanche et votre tour de taille, comme à l'habitude, il va falloir grader entre les tailles, passer de l'une à l'autre pour s'adapter à votre morphologie. Toutefois, si vous êtes à une taille près, moi, je vous conseille de vous baser sur votre tour de hanche, puisque comme vous voyez, le pantalon, il est fit au niveau des hanches. Donc pour moi, il faut prendre la bonne taille au niveau des hanches pour que le pantalon se positionne correctement à ce niveau-là. Et ensuite, au niveau de la taille, l'avantage du pantalon à pont, c'est qu'il y a des boutons. Donc à la rigueur, à la toute fin, de toute façon, je vous le dis dans le livret, je vous le redis dans la vidéo, avant de coudre les boutons, on essaye son pantalon. Et on voit où il va falloir disposer les boutons. Plus ou moins ici, plus ou moins là. Si on les coupe plus vers ici, on va gagner un petit peu en largeur. Si on les coupe plus vers là, ça va resserrer la taille du pantalon. On peut adapter pour que ça fitte bien ici au niveau de la taille. Et vraiment, on est sur un pantalon, le but c'est qu'il soit confortable. Vous voyez, je suis bien fitée, mais je suis pas, je peux bouger quoi et je peux mettre mes doigts sans problème.
Et donc, si vous prenez votre tour de hanche et que par exemple vous êtes entre le 40 et le 42, vous auriez dû faire un 41 par exemple, et ben moi je vous conseille de faire le 40. Mais de toutes les manières, on est sur un pantalon. Qui dit pantalon dit, j'espère que vous avez dit toile chez vous, sinon je me sens bien seule. Il n'y a pas le choix de faire une toile pour un pantalon, ou dans ces cas-là, c'est à vos risques et périls de vous lancer dans votre magnifique tissu à 20 € le mètre dans votre pantalon. Donc soit vous faites vraiment une toile qui ne sera pas portable, vous utilisez un vieux drap ou un tissu vraiment très peu onéreux mais qui a le même type de tombé que celui que vous allez utiliser pour déjà vous faire une idée par rapport à la taille. Ou alors, si vous connaissez quand même votre taille assez globalement, par exemple le fameux entre 40 et 42. Moi je vous dis qu'il faut faire un 40, vous avez plus l'habitude de faire un 42. Bon, bah coupez un 42, cousez les côtés et toutes les étapes avec un point assez large que vous pourrez défaire. Comme ça, vous avez une seule fois l'étape de coupe. En fait, vous coupez votre patron et si jamais c'est trop grand, vous n'aurez qu'à enlever ce que vous aurez déterminé, par exemple 5 mm de part et d'autre, pour avoir la bonne taille. C'est une option. Mais de toute manière, on coud une toile avec ou sans finition et très honnêtement, là, ce patron, il se coud rapidement pour un pantalon. En fait, ce qui est le plus long, ça va être les finitions à la rigueur. Donc, si vous cousez une toile sans finition, moi, je pense que vraiment en 1 heure, vous pouvez faire votre toile sans finition. Parce que, ouais, ce qui prend du temps, ça va être coudre les boutonnières à la fin, les boutons, faire la jolie surpiqûre ou alors poser le biais sur la ceinture. Sinon, ça va aller assez vite. Pour vous rendre compte de votre taille, franchement, ça va très vite. Donc, une fois qu'on a déterminé la taille qu'on allait couper, il faut savoir dans quel tissu on va le couper. Donc là, franchement, une grande variété d'étoffes s'offre à vous. Pour la plupart des coupes, vous pouvez partir sur un tissu qui n'a pas d'élasticité. Par exemple, ici, moi, c'est un crêpe de polyester avec un tombé assez sympa, donc souvent utilisé pour les pantalons. On pourrait dire un peu un tissu tailleur, si vous voulez, assez fin. Après, si votre tissu a un petit peu d'élastane, mais qu'il ne se déforme pas, c'est possible aussi. Après, vraiment, s'il y a beaucoup d'élastane, toujours peut-être envisager de sous-tailler, mais à la rigueur, vous pourrez un peu plus serrer les boutons à la taille, c'est une option aussi. Si vous prenez un tissu qui a de l'élasticité, il faut quand même qu'il ait de la tenue parce qu'on est sur un pantalon en plus très taille haute, donc on veut pas qu'il s'écoule. Là où il faut faire attention, c'est pour le pantalon coupe droite et la jupe moulante. Parce que si vous voulez, jusqu'ici, les deux pantalons ont la même coupe. Pour le wide leg, ça s'évase, donc on a de la liberté de mouvement. Pour le coupe droite, c'est plus près du corps. Donc si vraiment vous avez un tissu raide, 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 avec zéro élasticité, debout ça va aller, mais dès que vous allez vouloir faire des mouvements plus amples, vous risquez d'être plus gêné. Avec 1 ou 2% d'élastane, ça devrait le faire. En fait, il faut que votre tissu ait suffisamment de mobilité en fait pour vous permettre de bouger. Mais il ne faut pas non plus qu'il se déforme lorsque vous bougiez parce que si vous êtes assise pendant 1 heure et que quand vous vous levez, ça garde la forme de quand vous étiez assise, ça le fait pas. Mais ça, c'est la même règle pour la plupart des pantalons. Et pour la jupe moulante, c'est qu'en fait, comme je vous ai dit, elle s'approche du corps. Donc, suivant la longueur à laquelle vous la coupez, parce que pareil, il y a une certaine longueur dans le patron, mais qu'on a préféré plus long pour que vous recoupiez un petit peu si vous préférez plus court. Mais si vous la faites, je sais pas, 10 cm au-dessus du genou et que votre tissu a zéro élasticité et qu'en plus vous l'avez cousu un peu petit, vous allez bouger comme ça. Donc c'est juste pour votre confort que je préconise pareil d'avoir 2% d'élastane, 2-3% d'élastane ou voire même Amélie qui m'a aidé à développer ce patron, elle l'a cousu en French Terry. Donc ça lui fit bien et en fait quand elle veut faire ses mouvements, il n'y a aucun problème puisqu'elle a l'élasticité du tissu. Mais pareil, le French Terry, c'est un tissu qui a quand même de la tenue. Donc moi je vois très très bien la jupe en Milano ou des tissus comme ça qui sont élastiques, mais qui ont de la tenue. Alors ça va être canon de chez canon. Et du coup au niveau des tissus, pour la doublure,
à votre place, je n'achèterais pas de tissu. Je suis sûre que vous pouvez trouver des chutes chez vous qui peuvent convenir, de la viscose, du crêpe, ou même des chutes de doublure, d'acétate, mais simplement des chutes peuvent suffire au vu de la taille des pièces qu'il y a à couper. Il y a simplement les soupons et si vous faites les poches, les propretés de poche. Donc le patron, il est dispo du 32 au 52, en PDF, en pochette et en PDF plus A0. Donc PDF plus A0, c'est que vous avez le fichier numérique que vous pouvez directement télécharger. Et moi, je vous expédie du coup le patron papier en A0 à domicile. Vous n'avez plus qu'à couper dedans. Et bien voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Et sinon, je vous laisse avec la préparation des pièces. Au niveau des pièces, donc moi je vais vous montrer, c'est le short que j'ai coupé, mais c'est pareil si on coupe le pantalon. On coupe bien sur le bon tracé, donc pour la coupe droite c'est le tracé intérieur, pour la coupe wide leg c'est à l'extérieur, et puis sinon il y a le tracé pour le short. Il vous faudra couper de devant en miroir, et on surfile l'intérieur au niveau de la fourche et de l'entrejambe. De dos en miroir, et on surfile la fourche et l'entrejambe. Ensuite, il faudra 2 parmentures pont coupées en miroir aussi, qu'on thermocolle, puis on surfile le côté extérieur, le côté arrondi extérieur. Il faudra 2 soupons en tissu extérieur, qu'on thermocolle, et 2 soupons en doublure. Donc moi, clairement, la doublure, j'ai pris des chutes. Là, c'est un petit crêpe. Vous l'aviez déjà vu sur un autre modèle. On exploite les chutes pour ce modèle. Et ensuite, il vous faudra les ceintures. Donc, 2 ceintures devant. Donc, le bas et le haut, c'est dans ce sens-là. Donc, une qu'on thermocolle, l'autre qu'on thermocolle pas. Et pareil pour les ceintures dos. Et là, le sens, c'est celui-là. Donc, elle est plus courte en bas. Le biseau est comme ça. Et ça, c'est le haut. Une qu'on thermocolle, l'autre qu'on thermocolle pas. Si vous cousez les poches passe-poilées, il vous faudra quelques petites pièces supplémentaires. Donc, les thermocollants de poche, 2. Donc, on viendra thermocoller tout à l'heure. Les passepoils qu'on thermocolle, il en faudra 2, un pour chaque poche. Et les pièces fond de poche, donc qu'on thermocolle et qu'on surfile sur le pourtour. Et finalement, pour une très jolie finition à l'intérieur, il y a les propretés de poche, donc que je conseille de couper dans la doublure. Vous pouvez aussi couper dans le tissu extérieur, mais moi c'est un jean, donc trop épais. C'est pour venir cacher la finition de la fausse poche, en fait, la fausse poche paysanne. On en coupe 2 en miroir et on surfile l'extérieur. La seule chose qui change si on fait la jupe, c'est forcément on coupe les pièces devant et dos jupe, faut pas qu'il y ait de fourche. Et aussi la pièce 3, la pièce parmenture de pont, elle n'a pas la même forme, ne vous trompez pas. Il y en a une pour la jupe, une pour le pantalon. Par contre, le reste des pièces, la ceinture, le soupon, sont les mêmes que ce soit la jupe ou le pantalon. La première étape, c'est de prendre une pièce devant et de venir coudre la pièce parmenture pont et de venir l'épingler ici. Vous voyez, les formes coïncident parfaitement. Donc on épingle et on pique à 1 cm du bord tout du long en suivant l'arrondi. Une fois qu'on a cousu, on va venir cranter ici dans l'arrondi pour pouvoir retourner sur l'endroit. Donc on crante juste ici où c'est arrondi et là on va sortir le fer à repasser pour retourner sur l'endroit. Donc pour vous aider, vous pouvez déjà donner un coup de fer comme ça, marge de couture ouverte. Et ensuite, on retourne. Vous voyez, au niveau de l'arrondi, ça se place tout seul à partir du moment où on a cranté. Ici, petit coup de fer, marge ouverte. Et on repasse. Et ensuite, on va venir bâtir les petits côtés. Donc ici et ici. Bâtir, ça veut dire quoi? Ça veut dire coudre au point droit, un point long, entre 3 et 5 mm, dans la marge de couture, donc à 5 mm du bord. Il ne faudra pas que la couture se voit par la suite, c'est pour maintenir la pièce en place. Et donc vous faites ça également sur l'autre pièce devant. Ensuite, on va s'attaquer au soupon.
Donc on va prendre un soupon doublure qu'on va épingler endroit contre endroit avec un soupon en tissu extérieur qui est thermocollé. Donc c'est ce côté-là qu'on va vouloir épingler, mais on peut s'aider des crans qu'il y a sur les pièces à ce niveau-là. Donc on ne pique pas ces deux côtés, mais on peut s'aider pour bien positionner les pièces. Donc on épingle et on pique à 1 cm du bord. Et une fois qu'on a piqué, comme tout à l'heure, on est obligé de cranter dans les arrondis pour pouvoir ensuite retourner sur l'endroit. Et ensuite, on prend le fer à repasser. Si on peut, autant que c'est possible, on ouvre la marge de couture ouverte. Ça se passe mieux après. On ruse comme on peut. Si besoin, on travaille un peu entre nos doigts. Et comme ça, on aura une finition propre de l'extérieur du soupon. Donc, vous repassez bien. Et ensuite, vous voyez, ça se place naturellement. Mais on va venir, comme on vient de le faire pour la parmenture, on va bâtir ici pour que les deux pièces soient solidaires. On aligne bien l'écran et comme ça, on n'aura plus qu'une seule pièce soupon qui est doublée. Ensuite, maintenant que nos soupons sont formés et qu'on a fini ici le côté du devant, eh bien, on va pouvoir assembler le soupon au devant. Et c'est à ça que servent les crans qu'on a ici sur le soupon. C'est pour aligner ici le devant et à ce niveau-là également. Et donc, on va venir le bâtir ici. On ne coupe pas en haut, c'est juste pour l'alignement, parce qu'en haut, on voudra pouvoir ouvrir notre pont. Mais c'est pour pouvoir correctement positionner la pièce. On pique ici dans la marge de couture. On va ensuite venir former les pinces dos. Donc si ce n'est pas encore le cas, venez retracer le tracé de la pince sur l'envers. Et ensuite, une pince, eh bien, c'est qu'on fait. On met le tissu endroit contre endroit de sorte à faire coïncider, on peut vérifier comme ça, les traits de part et d'autre. Il faut que les deux tracés s'alignent. Ensuite, on met quelques épingles le long de la pince. Et une pince, ça se pique toujours à partir du haut, de la base de la pince jusqu'à la pointe. Et moi, ce que je conseille, c'est de commencer à coudre donc avec point d'assemblage classique 2,2, 2,5 cm. Et moi, à partir d'ici, je réduis à 2, 1,8, 1,5, 1,2. Et en fait, je termine à 1. Et ensuite, je laisse 2 cm et je coupe mon fil. Je fais pas de nœud parce que le fait en fait de piquer sur 1,5 cm avec un point de 1 mm, ça fait quelque chose de très serré. Ça fait des années que je fais mes pinces comme ça et je n'ai jamais une pince qui s'est défaite. Après, si vous préférez faire la méthode classique et faire un nœud, pas de souci. Il faut simplement coudre des pinces classiques. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir, mais avec ma méthode, donc de piquer avec un point très court vers la fin de la pince, ça fait naturellement un nœud, puisqu'en fait on termine de piquer dans le vide, et le fait de faire 2-3 points dans le vide, vu que les fils s'entrecroisent, eh bien ça fait naturellement un nœud. Donc on laisse forcément dépasser un petit peu de fil. Et là, on rabat la marge de couture vers l'extérieur. Donc l'intérieur, c'est la fourche, l'extérieur, enfin, le côté extérieur du pantalon. Et je vous conseille ensuite de bâtir le haut de la pince pour être sûr qu'elle ne bouge pas et qu'elle soit plaquée dans le bon sens. Donc vous voyez, lorsqu'on repasse une pince, il ne faut vraiment pas qu'il y ait de bec. Ici, là, ça fait un peu de volume, c'est normal, on a fait une pince. Il y aura notre popotin. Mais ici, il ne faut pas qu'il y ait de bec au bas de la pince. Maintenant, on va s'attaquer aux poches. Donc pour les poches, je vous propose deux finitions différentes. Donc il y a la finition soignée, où on fait une vraie fausse poche paysanne. Donc il va falloir
découper, cranter, etc. Mais ce ne sera pas une vraie poche où vous pourrez mettre votre main pour pas ajouter trop d'épaisseur. Et je vais vous expliquer rapidement après comment faire l'alternative, une version rapide, moins esthétique, mais qui fonctionne aussi pour ce type de poche. Par contre, la deuxième finition est à réserver pour les tissus très fins et qui marquent bien au pli. Par exemple, avec du jean, c'est hors de question. Soit vous faites la version comme je vais vous montrer là sur mon jean, ou vous ne faites pas de poche. Ou vous faites des poches plaquées, par exemple, que vous pouvez dessiner vous-même. Donc, moi, quand j'avais marqué ma pince, j'en avais profité pour repérer le positionnement de la poche approximativement. C'est pour savoir où mettre mon thermocollant. Donc, on va venir thermocoller l'envers. Donc, on centre bien sur là où sera le placement de la poche. Une fois qu'on a thermocollé l'envers, il faut reporter le tracé de l'ouverture de la poche sur l'endroit. Donc, comme il est sur le patron, donc centré sur la pince, dans le même axe que le haut. Vous voyez, ici, on pourrait faire deux parallèles. Précisément, hein, il faut être précis, c'est ça qui fait une jolie poche. Et après, vous avez donc le passe-poil. Donc, sur la pièce de patron, c'est reporté des deux côtés. Vous avez ce tracé-là des deux côtés. C'est pour qu'on puisse différencier les deux pièces. Là, moi, je l'ai reporté que d'un côté, puisque vous allez tout de suite comprendre. Ce qu'on fait, c'est qu'on plie la pièce envers contre envers, donc afin de former le passe-poil. On marque au fer. Si vous le souhaitez, vous pouvez marquer des deux côtés. Ce sera symétrique. Mais moi, je ne marque que d'un côté, là, parce que je sais que ça va me suffire. Voilà. Et sur le fond de poche, donc là, par contre, vous allez vraiment le marquer que d'un côté, sur l'envers. Et là, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement marqué le début et la fin, puisqu'en fait, je vais utiliser mon surjet comme repère. Donc, je peux aller très droit. Il faut, si vous avez mesuré, que ça fasse 0,5 en fait, ici. 0,5 de large, puisque la poche fait 1 cm. Donc 0,5 plus 0,5 égale 1 cm. Donc une fois que vous avez marqué vos repères, on va piquer. Et là, logiquement, si vous avez déjà cousu une poche, vous avez compris. Sinon, on va voir ça. En fait, les tracés qu'on a fait, qu'on vient de marquer sur ces deux pièces-là, doivent exactement correspondre aux tracés qu'on a fait sur notre dos. Et donc, pour être sûr de bien épingler, moi, je vous conseille de mettre une épingle ici, donc en piquant bien perpendiculaire dans la pièce, et d'aligner ici dans l'angle. Tac. On épingle comme ça, on vérifie qu'on est sur la ligne, et on fait pareil avec le deuxième angle. On épingle. On vérifie. Et en fait, il faut sur toute la longueur que les deux lignes se superposent. Moi, c'est pas très malin d'avoir mis mon épingle dans ce sens-là. Et donc, on pique sur cette première ligne en débutant bien ici, donc à la limite. Donc, on pique ici tout du long et on s'arrête pareil bien sur les extrémités. Et ensuite, on vient positionner endroit contre endroit le fond de poche. Et donc, il va falloir vraiment piquer de sorte à ce que les lignes soient parallèles, vraiment 1 cm d'écart entre les deux lignes et qu'elles soient vraiment parallèles, et qu'elles débutent et s'arrêtent exactement au même niveau. Une fois qu'on a piqué et qu'on s'est assuré que les deux coutures étaient vraiment parallèles et écartées de 1 cm, on va pouvoir on va pouvoir couper sur la ligne centrale du tracé et aux extrémités. Donc on suit vraiment les tracés du centre. Là, vous n'allez rien voir moi, sur mon tissu, mais on coupe bien les pointes en V, les petits capucins. Donc moi, pour couper, je vous conseille de bien plier en deux en alignant.
on écarte pour pouvoir amorcer. Et après, il n'y a plus qu'à couper. Et donc, au niveau des pointes, on va au plus proche de la couture sans couper la couture. Voilà, on fait ça dans les 4 angles. Une fois qu'on a coupé, on peut tout passer par l'ouverture. Donc on rabat les petits côtés et on rabat entièrement le fond de poche. Là, on sort de quoi repasser. Premièrement, on va s'intéresser au passepoil. On va ici bien rabattre au maximum la marge de couture et bien repasser pour qu'il se forme. Donc vous voyez, si vous n'avez pas assez cranté, vous allez avoir des plis ici. Bon, l'inconvénient du jean, c'est que il y a des petits fils blancs qui dépassent. Bon, ça c'est mon problème. Et il faudra donc que ça se positionne ainsi, qu'il n'y ait pas un gros jour comme ça ici. Il faut bien que ça se pose bord à bord. Donc je vous conseille de bien repasser ici aussi. Donc ensuite, on va venir surpiquer. Mais d'abord, on va vouloir mettre la propreté de poche. Donc déjà, on va regarder sur l'envers comment ça se goupille. Donc voilà ce que ça donne quand c'est tout bien repassé sur l'envers. Moi, j'ai mis mon thermocollant un petit peu haut, hein. Il n'est pas censé dépasser, mais de toute manière, on va venir mettre la propreté de poche pour masquer tout ça. Donc c'est cette pièce-là, et vous voyez, quand on la positionne, eh bien, elle doit venir cacher ici. Et donc, on a des crans ici pour aligner. Donc, on va venir la bâtir en haut, déjà. Et en fait, on va venir faire une surpiqûre sur l'endroit pour bien fermer la poche. Et en fait, il faut bien positionner ici la propreté de poche, de sorte à ce qu'elle soit prise dans la couture. Et comme ça, après, elle ne pourra plus bouger et elle cachera comme ça ça qui n'est pas très joli. Donc premièrement, j'ai uniquement bâti en haut pour maintenir ça comme ça. Et là, donc, on positionne la propreté de poche de sorte à ce qu'elle masque bien les angles ici. Et on va mettre une épingle. L'épingle, on la met pour bien maintenir les 3 épaisseurs et être sûr qu'elle ne bouge pas. Parce que l'idée, là, on va se placer sur l'endroit, on va surpiquer la poche. Et l'idée, c'est vraiment surpiquer 1 mm tout autour de la poche, mais d'être vraiment sûr que la poche est rectangulaire. Là, vous voyez, c'est pas vraiment le cas ici. Donc, j'ai joué avec les épingles et en me positionnant. Quand je vais surpiquer, il faudra que ma poche soit vraiment rectangulaire, parce que là, on va figer la forme de la poche. Et donc, on pique au travers du passepoil, du fond de poche et de la propreté de poche. On met un point long, mais pas trop non plus, parce qu'il faut qu'on puisse tourner dans les angles. Donc 3, voire un peu moins. Donc voilà ce que ça donne sur l'endroit. Donc moi j'ai fait une surpiqûre au point blanc. Je trouve ça plus joli qu'au fil noir. Vous pouvez jouer avec les couleurs. Et sur l'envers, voilà ce que ça donne. Et donc ça cache ici là, le reste quand vous avez votre pantalon comme ça. Après, si vraiment vous ne voulez jamais voir ça, vous pouvez aussi faire quelques points à la main pour maintenir ici les deux solidaires. Hein. On ne coupe pas le pantalon, juste les deux ici. Mais très honnêtement, c'est déjà beaucoup plus propre que si on voyait tout ça derrière. Maintenant, pour la finition plus simple, donc je vais vous montrer avec un autre tissu, puisque comme je vous l'ai dit, ça marche pas avec les tissus trop épais ou quoi. Et si votre tissu se tient bien et n'est pas extensible, voire même le thermocollant peut vous gêner. Il faut vraiment que ce soit un thermocollant très fin. Vous allez comprendre. Donc on prend notre pièce et on va l'applier endroit contre endroit. Pas envers contre envers, endroit contre endroit. Donc moi je marque au fer
pour que ce soit plus facile. Là, il faut que votre pièce mesure bien 1,5 de large, hein. Ensuite, on va marquer les repères. Donc dans ce cas-là, moi je vous conseille de juste marquer les repères aux extrémités. Donc un 1,5 de chaque côté pour savoir où vous arrêtez. Et en fait, ce qu'on veut faire, c'est créer la bande de passepoil qui sera directement visible sur le jean, sur le pantalon. Donc on va piquer à 1 cm du bord plié. Mais bah, va bien pouvoir qu'on retourne sur l'endroit par la suite. Donc en gros, on va laisser une ouverture de plusieurs centimètres, environ comme ça. Donc on va piquer ici, arrivé à 1 cm, on pivote, on coud jusque là, on fait un point d'arrêt solide. On coude ici, donc à 1 cm de ce bord-là, tout ici, et on pivote dans l'angle. Et comme ça, on va pouvoir après couper les marges de couture. Ici, par contre, vous aurez une mini marge de couture hein, de 5 mm. Et après, on va pouvoir retourner sur l'endroit. Donc voilà ce que ça donne quand c'est piqué. Et là, on va pouvoir retourner sur l'endroit. Donc on dégarnit les angles, les marges de couture. Et alors, autant, bah oui, c'est plus simple dans la réalisation par rapport à... Il n'y a pas à cranter, on peut être un peu moins précis, mais bah, c'est plus coton à retourner, quoi. C'est pour ça que ça dépend vachement de votre tissu, je trouve, et de votre patience aussi. Moi, j'aime pas trop retourner ce genre de choses. Donc, quand vous avez réussi à peu près à tout ressortir, on fait bien ressortir les angles. Vous pouvez vous aider d'une épingle comme ça, si vous le souhaitez. Donc, on fait ça au niveau des 4 angles. Donc, ensuite, vous repassez vraiment bien. Vous devez avoir un passepoil qui fait 1 cm de large. Donc, les marges de couture, assez naturellement, se mettent vers l'intérieur. Hein, on les repasse en position. Et donc, vous venez positionner ici votre passepoil. Donc, précisément, vous tracez hein, là où doit se positionner la poche. Là, moi, vous avez compris que c'est juste pour l'exemple. Je vais juste vous montrer. Et donc, vous venez positionner ici, c'est le bord plié. Ici, c'est le bord ouvert. Donc, on va le positionner proprement comme ceci. Et en fait, vous allez venir réaliser une surpiqûre sur les 3 côtés ici. Donc, les 2 petits côtés et le côté du bas. Et comme ça va fermer l'ouverture. Et ici, vous aurez vraiment cet effet fausse poche passe-poilée, puisque ici, ce ne sera pas piqué. Et donc, on prend bien son temps, parce qu'il y a un peu d'épaisseur ici. Et on est précis dans la surpiqûre. Voilà, donc ça peut faire l'illusion. Moi, personnellement, c'est pas du tout le genre de finition que je préfère, mais c'est une bonne alternative. Et pour les tissus fins, ça fonctionne vraiment bien et ça permet d'habiller le postérieur sans avoir à faire les découpes, etc. Certains tissus peuvent vraiment être embêtants pour ça, donc c'est une bonne alternative aussi à connaître. Et donc, peu importe la finition que vous avez choisie, vous le faites sur les 2 fesses. Après, des fois, esthétiquement, on préfère le faire que sur 1 ou 2 jambes, mais si c'est pas le cas, c'est le moment de le faire, de répéter l'opération pour la 2e jambe. Maintenant, on va passer à l'assemblage au niveau du milieu devant. Donc, on prend nos pièces devant et on va venir superposer donc, endroit contre endroit. Et en fait, on va piquer ici, au niveau de la fourche, de là à là, 1 cm du bord. On pique et on ouvre la marge de couture. Et on fait exactement la même chose pour les 2 pièces dos. On les superpose endroit contre endroit et on pique ici au niveau de la fourche. Et ensuite, on ouvre la marge de couture au fer. Et si jamais vous cousez la jupe, vous n'avez pas de fourche devant, hein, eh bien, vous allez assembler les milieux devant, donc le côté qui est surfilé, pas l'autre. Et donc, on superpose bien endroit contre endroit. On aligne le bas. Vous avez également un cran intermédiaire. Et du coup, si vous avez bien observé la pièce de patron, c'est un peu moins visible sur le tissu. Ici, la pièce n'est pas droite. Hein. Tac, il y a une légère courbe à partir d'ici. C'est normal. On épingle et on pique à 1 cm du bord. Et on fait pareil pour le dos. Donc,
on pique le devant, on pique le dos et on ouvre les marges de couture au fer. Maintenant que nos devants et nos dos sont formés, on va venir assembler endroit contre endroit le devant et le dos. Donc on les positionne ainsi et donc on va épingler tout le côté. Et donc on épingle bien donc sur la partie basse la jambe devant et après ici c'est le soupon. Donc on a le cran ici qu'on avait utilisé pour aligner le tout. On aligne en haut. On pique sur tout le côté à 1 cm du bord et ensuite on surfile la couture. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est piqué et surfilé. Et là, on couche la marge de couture vers le dos. De toute façon, ça se fait assez naturellement à cause du soupon, en fait. Donc là, on donne un coup de fer dans ce sens-là, un coup de fer dans l'autre sens. Et après, on pourra attaquer l'entrejambe. Donc ensuite, si jamais vous cousez la jupe, il n'y a pas d'entrejambe, donc vous pouvez passer à la suite. Sinon, on va s'attaquer à l'entrejambe. Donc on a cousu les fourches devant, les fourches dos. Maintenant, il nous reste à épingler les entrejambes. Et ce n'est pas une erreur de votre part, l'entrejambe devant est un peu plus long que l'entrejambe dos. Donc là, on épingle bien les marges de couture ouvertes. On commence par les milieux devant, milieu dos. On aligne bien hein, pour que ce soit joli. Et donc là, on épingle les extrémités des jambes. Donc là, moi, c'est court vu que c'est un short, hein, sinon vous allez tout en bas de la jambe. Au niveau des repères, vous avez un repère, un cran que vous avez dû marquer sur la jambe. Donc, si jamais vous vous êtes fait la réflexion, il n'y avait pas de cran pour la jambe wide leg, vous pouvez marquer un petit cran au niveau de la limite du short. Comme ça, c'est équiditant, c'est la même longueur sur le devant, sur le dos. Voilà. Donc là, c'est un poil plus long. On prend son temps, on épingle à mi-distance. Ensuite, encore une épingle à mi-distance. Et vous voyez, c'est un très léger embut. On piquera avec l'embut côté griffe, comme ça, c'est les griffes qui entraîneront bien l'embut. Le surplus s'accumulera pas côté pied de biche. On pique à 1 cm du bord et on ouvre la marge de couture au fer. Et on ouvre la marge de couture au fer. Ensuite, moi je ne vais pas les coudre ici, mais je vais vous donner quelques indications. Si vous comptez coudre une version salopette ou une version avec des bretelles, donc là c'est juste une chute de tissu pour vous montrer. Donc si vous cousez les bretelles classiques, donc pas croisées, vous allez venir les épingler endroit contre endroit et vous allez coudre sur 3 côtés et retourner sur l'endroit. Pour les bretelles croisées, vu qu'elles se croisent dans le bas, il faut qu'on vienne former un petit biseau dans le bas des pièces pour que ça se mette joliment. Et donc, on va mettre un biseau de 30 degrés. Moi, j'ai pas 30 degrés là sur cette règle-là. J'ai un rapporteur qui traîne ici. Donc, 30 degrés, c'est par rapport au bas. Donc, vous voyez, 30 degrés, ça représente quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça qu'il faut enlever. On recoupe ici. Et donc, celle de la deuxième bretelle sera symétrique. Voilà. Ensuite, je vous laisse suivre les indications du livret pour former les bretelles. Donc, le bas biseauté, c'est le bas qu'on coud. C'est la partie qu'on coud pour la bretelle biseautée. L'autre, on le laisse accru. C'est celui-là qui doit être joliment fini. Donc ensuite, si vous faites la bavette, la bavette, c'est un rectangle. Donc, on ne se trompe pas de sens, hein, vous prenez la pièce dans le bon sens. Et le but, c'est de coudre les 3 côtés supérieurs, puisque le bas sera pris en sandwich dans la ceinture. Si jamais vous voulez coudre les bretelles, c'est à ce moment-là qu'on va venir les coudre sur la bavette. Imaginons que ça, ce soit le haut de la bavette. Donc là, vous avez votre bavette. On vient coudre ici les bretelles qui sont finies, qui sont formées. On coud le bord accru de la bretelle et on laisse 1 cm de marge de couture ici, puisqu'on va piquer ici à 1 cm, ici à 1 cm, ici à 1 cm. Mais par contre, on veille bien à ne pas prendre la bretelle lorsqu'on coud pour pouvoir ensuite retourner. Nous allons maintenant nous intéresser au sujet des ceintures.
Donc pour les ceintures, je vous propose 2 finitions différentes. Il y a la finition avec biais et la finition invisible. Donc je vais d'abord vous montrer la finition avec biais. Donc vous vous rappelez, on a 2 ceintures devant, une thermocollée, l'autre pas. Donc on prend celle qui n'est pas thermocollée. Et on va venir poser le biais au bas de la pièce. Donc vous voyez, moi j'ai fabriqué mon biais avec mon tissu. Et donc, le bas de la pièce, c'est celui qui est le plus large pour la ceinture devant. Et donc on va venir poser le biais à cheval en fait. L'idée à terme, c'est d'avoir une ceinture qui est bordée comme ça. Donc là, on déplie un côté du biais qu'on épingle tout du long et on pique dans le creux du biais. Donc une fois qu'on a piqué, tac, vous voyez ici, et ben on va dégarnir les marges de couture, donc le biais et le tissu. On coupe de moitié à peu près. Moi, je vais donner un petit coup de fer pour vraiment que ce soit nickel. Voilà. Et là, on rabat le biais de l'autre côté et on va piquer au bord, ici, donc le bord qu'on vient de plier, à 2 mm. Là, ça va dépendre de votre précision pour maintenir le biais en place. Peu importe, vous pouvez faire la couture sur l'endroit ou sur l'envers, c'est à vous de voir, sachant que souvent le point d'une machine à coudre est moins joli sur l'envers quand même. Une fois qu'on l'a fait sur la ceinture devant, on fait pareil sur la ceinture dos, sachant que la forme est inversée. Le bas est ici. Si vous avez cousu des bretelles ou des bavettes, c'est le moment de les assembler à la ceinture devant. Donc, ils partiront vers ici quand ils seront cousus, donc il faut les coudre vers le bas, on met le bord accru ici, soit directement le bord accru des bretelles, soit le bord accru de la bavette, qui doit faire exactement la bonne longueur. Et ici, vous avez des crans sur le patron à 1 cm. Donc il faut aligner le bord terminé à 1 cm. Donc vous bâtissez dans la marge de couture. Et ensuite, vous continuez les étapes comme je vais le montrer à partir de maintenant. Donc on va épingler endroit contre endroit la ceinture devant et la ceinture dos sur les 3 côtés, ici, 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 sauf que si vous avez bien marqué sur le patron, il y a des crans ici à 1 cm du bas. On s'arrête bien, donc on commence ici au niveau du cran et on s'arrête au niveau du cran. Il faut qu'il y ait 1 cm de libre au bas de chaque pièce. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est cousu. Et on fait pareil avec les ceintures dos, sachant que, comme je vous l'ai dit, la forme est inversée. Maintenant, on va venir dégarnir les angles pour pouvoir retourner sur l'endroit. Donc on retourne sur l'endroit et on repasse correctement. Une fois que nos ceintures sont prêtes, on va pouvoir les épingler directement sur le pantalon ou le short. Donc je vais vous montrer pour la ceinture devant et après le principe est exactement le même pour la ceinture dos. Donc on met le vêtement sur l'endroit, la jupe, le short ou le pantalon. Tac, et on prend que le devant. Là, j'ai que le devant. Donc comme je vous l'ai dit, la ceinture thermocollée, c'est la ceinture extérieure. La ceinture intérieure, c'est celle qu'on a biaisée, qu'on a bordée. Donc on va venir épingler endroit contre endroit la ceinture thermocollée et uniquement la ceinture thermocollée. Donc déjà, on repère le milieu devant, on épingle bien le milieu devant. Donc ensuite, on va écarter de la sorte pour pouvoir épingler ici. Mais vu qu'on a des pièces qui ont des formes un petit peu comme ça, c'est bien ici, là, le centimètre de marge qu'on a laissé, qu'on veut épingler bord à bord à 1 cm. Faut pas que ça soit comme ça, ou faut pas épingler ici, plutôt l'extrémité, parce que sinon vous allez avoir 2-3 mm d'écart. C'est bien ici, au niveau de la ligne de couture, donc à 1 cm du bord, que le devant et la ceinture doivent être alignés. Tac. Et pareil ici, on n'épingle pas le bout au niveau de la marge de couture, on épingle bien
1 cm la ligne de couture. Tac. Et on pique à 1 cm du bord, donc en veillant bien à ne piquer que la ceinture thermocollée. Donc voilà, j'ai piqué uniquement ma ceinture extérieure. Donc là, on va vouloir remonter la ceinture dans sa position finale. Ça peut être pas mal de dégarnir un petit peu les marges de couture à ce niveau-là, mais pas trop proche hein, pour pas trop fragiliser, mais quand même enlever de la matière. Là, on va rabattre la ceinture à l'intérieur. Ici, ça va se positionner de la sorte. Tac, tac, tac. Et donc là, on va bien repasser la marge de couture comme ça vers le haut. Comme ça. Ça prend forme. Et donc là, c'est le moment de bien épingler sur l'envers. Ici, on positionne correctement le biais. Moi, je vais mettre des petites pinces pour l'instant. Du coup, là, plusieurs options s'offrent à vous. Soit vous faites une couture sillon. Donc, c'est-à-dire que vous allez piquer vraiment ici, là, dans le sillon de la couture précédente qu'on vient de faire. Et si vous touchez, ça va bien venir bloquer votre ceinture intérieure. Sinon, vous pouvez faire une surpiqûre si vous préférez, si vous avez peur de la piqûre sillon. Parce que la piqûre sillon, le but, c'est qu'elle ne se voit pas. Vous pouvez la faire 2 mm au-dessus ou 2 mm en dessous. Si vous faites 2 mm en dessous, vérifiez bien avec une épingle que vous allez bien piquer partout dans votre biais. Voilà. Peu importe. Après, si vous vous sentez vraiment pas de faire cette surpiqûre, vous pouvez aussi uniquement faire une couture à la main. C'est aussi possible. Donc moi, ce que je vais faire, c'est une couture sillon. Et j'utilise un petit pied pour cela. J'utilise un pied comme ça et je peux me positionner vraiment dans le sillon en fait, mécaniquement. Ça, je suis sûre de vraiment piquer dans le sillon. Et ensuite, je viendrai faire des points à la main ici dans les angles pour bien maintenir ici le bord de mon biais replié. Voilà ce que je vais faire. Et donc, on fait pareil sur la ceinture dos ensuite. Voilà ce que vous devez avoir à l'intérieur. Donc là, c'est bien bloqué. Et sur l'envers, bah moi j'ai fait la couture sillon, donc on voit rien, elle se situe ici. Voilà, donc pour la ceinture avec le biais, et ben c'est terminé. Donc comme je l'ai dit, vous pouvez faire quelques petits points à la main pour maintenir ici si nécessaire. Là, moi sur l'envers, c'est pas forcément nécessaire. Et vous voyez pourquoi la forme de la ceinture était comme ça. C'est ici sur le devant pour suivre cette forme-là et sur le dos pour suivre cette forme-là. Donc voilà. Maintenant, je vous montre la version invisible. Donc là, pareil, on en a une thermocollée et l'autre pas. Et là, on va faire un rempli, donc un pli envers contre envers sur le haut des pièces. On le fait de 1 cm sur celle qui n'est pas thermocollée et de 0,9 sur celle qui est thermocollée. En fait, c'est qu'après, elles seront comme ça et que celle-ci, là, celle où on fait 0,9, c'est celle qui sera visible. Et donc, si jamais vous vous foirez et que l'autre, elle est un peu plus haute, vous voyez, si ça fait comme ça, ce sera pas très joli. Donc, en la faisant un chouille plus petite, eh ben, on est sûr qu'elle restera bien cachée comme ça. C'est le but. Voilà. Donc, on marque les rentrées comme ça. Ensuite, on prend notre vêtement. Donc là, moi, c'est sur la jupe. Donc là, si vous regardez, le bas de votre ceinture est bien plus grand que le haut de votre devant. Mais c'est normal, si vous avez bien marqué les repères, c'est cet angle
qui devra se retrouver à... Donc ici, on va coudre à 1 cm du bord. Donc ici, à 1 cm, c'est cet angle qui devra se retrouver là. Tac. Pourquoi? Parce qu'on va coudre et si on veut que l'alignement soit bon, ici on va coudre à 1 cm après, il faut que ce soit comme ça, sinon ça va être tout décalé. Donc il faut bien laisser 1 cm à ce niveau-là. Pareil ici, il faut qu'il y ait le centimètre de marge de couture qui dépasse. En fait, vous alignez tout simplement le cran ici avec l'extrémité, si vous préférez. On aligne le cran du milieu aussi. Et on fait pareil de l'autre côté avec la ceinture qui n'est pas thermocollée. Comme ça, on fait un sandwich. En respectant la même règle pour l'alignement. Ensuite, je vous conseille vraiment de mettre une épingle dans l'axe ici et ici. Puisque là, on ne va pas piquer tout de suite, on laisse bien épingler. On va épingler les petits côtés. Donc, en les alignant comme ceci. Donc, forcément, il y en a un qui est un chouille plus petit que l'autre. Et on pique à 1 cm du bord. Jusque là. Jusque au bord. Jusqu'à ce trait-là. Pareil de l'autre côté, en veillant à ne pas piquer le devant. On le pousse au maximum. Donc, en prenant son temps, ça se passe bien. Je vous conseille, avant de faire l'étape suivante, de vérifier quand même que ça s'est bien passé. Vous voyez, du coup, jonction nickel ici. Jonction nickel là. En tout cas, j'ai bien l'impression. Donc, on se repositionne. Bien épinglé auparavant. Et là, on va piquer le bas maintenant. Vous vous demandez peut-être pourquoi on fait dans cet ordre-là. C'est qu'en fait, en faisant autrement, c'est plus difficile de bien positionner ici, en fait, les angles. C'est moins propre. Après, vous pouvez faire vos propres expérimentations. Donc, voilà ce que ça donne une fois que c'est piqué. Là, on peut dégarnir un petit peu quand même avant de retourner sur l'endroit. Pas trop pour pas fragiliser, mais faut quand même un peu enlever de la matière. Hein. Tac. Et là, on peut retourner sur l'endroit. Donc l'objectif, c'est d'avoir une jonction nickel. Donc là, on donne un coup de fer. Donc on repasse bien des deux côtés en plaquant bien comme ça la couture vers le haut. Comme ça, vous avez vraiment une finition invisible à l'intérieur. Et ben là, on va épingler les deux épaisseurs. Donc de sorte à ce que celle de l'intérieur ne dépasse pas de l'extérieur, quoi, de manière moche. Et puis là, on va faire une surpiqûre. Après, si vous voulez vraiment une finition invisible de chez invisible, vous pouvez faire des points à la main aussi, ici dans le haut. Et sinon, une surpiqûre sur le dessus. Et bien sûr, il faudra faire la même chose pour la ceinture dos ensuite. Donc voilà, on arrive aux dernières étapes. Donc là, moi, je vous conseille d'essayer votre pantalon, votre short, votre jupe sur vous, hein, pour voir le fit et tout, si jamais il y a des choses à modifier. Et sinon, il va falloir faire les boutonnières. Donc il y en a 3 qui vont se mettre là et une ici. Donc, vous l'avez vu sur le patron, il y a des petits crans qui vous montrent comment est censé se positionner le soupon la parmenture, le devant là, par rapport au soupon. Vous avez un certain écart, en fait, qui correspond à un positionnement nickel d'ici. Mais l'avantage du pont, c'est que si jamais à l'essayage, c'est un poil trop grand ou un poil trop serré, si vous mettez parfaitement comme il faut, c'est que vous allez faire les boutonnières au même endroit, mais les boutons, vous pourrez les coudre un peu plus ici ou un peu plus là, pour en fait un chouille serré, un chouille écarté.
Ça fonctionne du coup si l'ajustement nécessaire se situe entre vos petites hanches et votre taille. Si c'est ici, ça jouera sur rien. Mais du coup, ça a cet avantage, le pont. Même si vous prenez, d'ici quelques mois, vous prenez un petit peu de ventre, vous décousez vos boutons, vous les recousez un peu plus ici et du coup, vous allez gagner un petit chouille ici, quoi. Après, vous allez pas pouvoir coudre comme ça va être vilain, mais plutôt que coudre comme ça peut être comme ça, quoi. Du coup, vous gagnez 1 centimètre, 1 centimètre, voilà. Donc, je vous laisse essayer, je vous laisse juger, mais toujours est-il qu'il va falloir faire les boutonnières. Moi, je vais mettre ces boutons d'une discrétion à toute épreuve. Et en gros, les boutons, on veut pas qu'ils soient comme ça, c'est pas beau. On veut pas qu'ils soient là, c'est pas beau. Moi, je vous conseille qu'ils soient comme ça, en fait. Qui est au moins 5 mm. Entre 5 mm et 1 cm ici. Moi, je sais pas exactement où vont être mes boutonnières, j'ai pas marqué. Ou je vais vous montrer ici. Ici, c'est centré sur la hauteur. Donc, déjà, moi, je veux qu'il y ait au moins 1 cm à peu près. Donc, je veux que le bord de mon bouton soit là. Sauf que le milieu du bouton se met à l'extrémité de la boutonnière. Or, moi, mon bouton, il fait un peu plus de 20. Je veux donc que le début de ma boutonnière soit à 1 cm, parce que c'est mon bouton qui fait 2, mais la moitié de mon bouton, ça fait 1, parce que moi, je veux que ce soit le centre. Donc, vous voyez, si là, ma boutonnière, ça commence ici ou s'arrête ici, peu importe, et que mon bouton, du coup, il vient en extrémité de boutonnière, il sera positionné au bon endroit. Voilà, donc 1 plus 1, je veux que mes boutonnières débutent à 2 cm du bord. Moi, ma machine, elle calcule toute seule la longueur de la boutonnière. Je glisse le bouton dans le pied à boutonnière et elle fait son travail toute seule. Si jamais ce n'est pas le cas, vous avez la formule dans le livret et du coup, c'est tout simplement le diamètre du bouton plus son épaisseur. Et c'est ça la longueur de votre boutonnière. Donc, vous cousez toutes vos boutonnières. Et puis, en fonction de ce que vous avez déterminé juste avant, soit vous cousez les boutons exactement dans le positionnement. Donc, vous positionnez ici comme il faut que ça soit positionné. Et après, donc, rappelez-vous que les boutons vont aller aux extrémités des boutonnières. C'est pas comme des boutonnières d'une patte de boutonnage sur un haut, par exemple, où on met au centre. Là, pensez à l'extrémité. Donc, vous ouvrez vos boutonnières, mettez dans l'extrémité et pouf, c'est-à-dire que mon bouton, il va être cousu ici. Pareil pour toutes les autres. Ensuite, pour ce qui est des ourlets. Dans le patron, la marge d'ourlet prévue est de 3 cm. 1,5 plus 1,5. Mais là, vraiment, sur un pantalon, un short, une jupe, c'est très personnel. Vous avez peut-être déjà fait un ajustement stature. Voilà. N'hésitez pas à ajuster la longueur à vos souhaits. Donc, vous essayez, vous ajustez en pensant que la marge d'ourlet est de 3 cm. Imaginons que finalement vous essayez et que c'est un peu trop court pour vous, vous rogniez sur cette marge d'ourlet, bien que sur un pantalon, plus c'est long, plus c'est joli généralement. Et sinon, vous repliez comme ça, envers contre envers sur 1,5 cm et encore sur 1,5 cm et vous piquez à 1,3 du bord. Au bas du short, vous pouvez faire donc soit un ourlet classique comme je vous ai présenté juste avant, et sinon vous pouvez aussi envisager de faire un revers. Donc j'en parle pas dans le patron, mais je me suis dit que c'était l'occasion ici de vous montrer comment faire. Donc pour commencer, il faut que vous ayez surfilé le bas de votre jambe, enfin que vous ayez fait la finition que vous voudrez. En marge de couture, il va vous falloir 1,5 fois la hauteur du revers que vous souhaitez. Je m'explique. Ici, j'ai un revers de 3,5, et bien il me fallait 5,25 de marge de couture. On va prendre un exemple avec un revers de 4, ce sera plus facile. Il vous faudra 6 cm de marge de couture. 4, la moitié de 4 c'est 2, 4 plus 2, ça fait 6. Il va vous falloir ça comme marge de couture, mais pour commencer, vous allez tout simplement plier à la hauteur du revers souhaité, plus 0,5. Les plus 0,5, c'est dans le cas d'un tissu épais, et les 0,5 se retrouvent dans le pli et puis surtout la petite couture. Donc, moi, je veux 3,5. Et je vais plier
comme si je faisais un ourlet classique. Donc je fais un simple rentré, un rempli, ça s'appelle, de 4 cm parce que moi je veux 3,5 plus 0,5. Donc je fais ça sur tout le tour de manière très précise. Parce qu'on va piquer, donc on veut que on ait tout épinglé de manière hyper précise, qu'il y ait 4 cm partout, ou la valeur que vous avez calculée. Une fois qu'on a tout correctement épinglé, on va venir piquer ici, au plus proche du bord. Donc à 0,25 par exemple, ici, sur tout le tour. Et une fois qu'on a piqué, attention, on ne repasse pas ici le pli, c'est pour ça qu'on n'a pas marqué au fer. On va venir ouvrir le revers, vous allez comprendre. Donc ici, on a le bas du pli, on va dire, et ben on veut que ça se retrouve au niveau de la couture. On fait comme ça, et ça se retrouve là. Et ici, on a 3,5, mais on a ouvert notre revers. Vous allez voir, moi je mets quelques épingles avant de repasser. La marge de couture se retrouve vers le haut, enfin ça là. Donc là, on ouvre, on positionne. Et on va repasser sur tout le tour. Donc vous faites ça sur tout le tour. Une fois que vous avez correctement repassé sur tout le tour, vous allez bien positionner les revers ici et faire une piqûre à la machine dans le sillon ici ou quelques points à la main. Le tout, c'est de maintenir le revers ici et ici, et comme ça, après, il ne bougera pas. Et vous voyez, la couture, elle se voit pas en fait, elle est dans le sillon et ça maintient bien le revers en place. Et sur l'envers, la couture n'est pas trop proche du bas, comme ça si vous bougez et que ça bouge un peu, on ne risque pas de voir le surjet. Voilà pour la fabrication du revers. Et du coup, vous aurez terminé votre fauvette. Et voilà, on est arrivé à l'issue de ce tuto. J'espère que vous aussi, vous êtes cousu un ou une jolie fauvette, short, jupe, pantalon, salopette, je ne sais pas. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux, ça me fera plaisir et je repartagerai votre création. Et sinon, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.